Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone des Boston Celtics. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Trèfle. C'est Johan, je suis très heureux de vous retrouver et je me permets de reprendre la phrase que vous venez juste d'entendre et que vous avez l'habitude maintenant d'entendre au début de nos podcasts. J'espère que Pierre ne m'en voudra pas de modifier un tout petit peu son introduction. Vous écoutez Le Trèfle, le podcast francophone de l'équipe qui a le meilleur bilan, non seulement de la conférence Est, mais aussi de toute la NBA. Voilà, on ne sait pas si ça va durer, mais pour l'instant, tout se déroule tellement bien. On n'a pas eu, malgré notre belle remontée la saison dernière, on n'a pas eu l'occasion de profiter longtemps des joies de la première place. Là, ça commence à faire un petit moment, donc voilà, je me permets, je m'autorise ce petit plaisir. Je vous disais lors du dernier épisode qu'on se retrouverait aux alentours du 30e match. On avait prévu d'attendre la fin du road trip pour revenir vers vous. Et puis, voilà, l'attente était trop forte. Il se passe tellement de belles choses en ce moment qu'on avait envie de vous en parler. Et d'ailleurs, on avait tous envie de vous en parler. Donc, on a scindé l'équipe en deux. Titouan, Pierre et Hugo vous retrouveront comme prévu pour l'épisode qui était prévu après le road trip, qui sortira bien à ce moment-là, pour pouvoir vous livrer leur analyse de cette première trentaine de matchs. Nous, avec mes deux camarades du soir, on est un peu en avance et on vous propose cet épisode. Alors ça va être un épisode un petit peu particulier, on va bien parler de la saison en cours, mais on va pas forcément chercher à faire une analyse globale, on va s'attarder sur des petits points précis. Le prochain épisode sera sûrement un peu plus complet. Je suis donc avec Elias ce soir. Salut Elias. Salut, bonsoir. Bonjour, si vous écoutez le jour. Je suis content d'être là. Comme tu dis, on avait un peu trop envie de faire un podcast, donc on scinde ça en deux, on fait ça. Je suis content d'être avec vous. Ouais, c'est cool, on se retrouve ensemble, c'est sympa. Robin est avec nous aussi ce soir. Ça va Robin? Oui, salut à tous. Eh ben écoute, ouais, très content. En ce moment, pour ne pas être content et fan des Celtics, c'est pas facile. Je cherche, mais j'arrive pas à broyer du noir. C'est difficile. Ouais, c'est vrai qu'en ce moment on a beau faire des efforts, c'est compliqué de trouver du négatif. Alors, comme je vous disais donc, on va pas forcément s'attarder sur certains sujets parce qu'on laissera les copains en parler la prochaine fois. Parmi ces sujets, il y a le bilan. Nos camarades en feront l'analyse après le road trip, ce sera peut-être plus parlant. Maintenant, bon, voilà, comme disait Robin, c'est vrai que c'est difficile en ce moment de pas se laisser un petit peu. On va pas ne pas en parler du tout non plus. On peut pas enregistrer un podcast sur les Boston Celtics aujourd'hui sans évoquer un tout petit peu le bilan. On est actuellement donc l'équipe qui a le meilleur bilan de la ligue, avec un magnifique 80%, tout beau, tout rond, 20 victoires pour 5 défaites. Moi, il y a une question qui me travaille, les gars, je voudrais avoir votre avis là-dessus. C'est peut-être un excès de prudence de ma part, peut-être que j'ai un petit peu peur d'être déçu par la suite. Bon, alors je voudrais surtout pas faire de l'ombre à la team pessimiste, mais c'est vrai que malgré tout ce bonheur, là, je me pose une petite question. Cette saison est un peu étrange. On voit des équipes comme les Sixers, que certains donnaient tout en haut de la conférence Est et qui sont en galère. Bon, il y a eu les blessures, mais on voit le Heat qui nous a battus, mais qui derrière là sort 2 matchs contre des équipes. Enfin voilà, les Grizzlies sans Ja Morant, sans Bane, sans Jaren Jackson. Puis derrière contre Orlando, je crois. Non, contre Détroit, 2 défaites d'affilée. Les Warriors qui sont 10e à l'Est. Bon, je vous rassure, je vais pas parler des autres équipes pendant 1 heure, on n'est pas là pour ça, mais ce côté un peu étrange dans le classement, en fait, ces autres équipes qu'on attendait haut et qui du coup ont du mal, ça me fait me demander, est-ce qu'il nous manque pas un match ou plusieurs matchs d'ailleurs contre une très grosse équipe? Bon alors
j'allais dire contre les Suns, qui sont premiers à l'Ouest. Sachez que, hasard du calendrier, on enregistre quelques heures avant le match contre les Suns, donc ce ne serait pas très pertinent. Hein. Le match aura été joué avant que l'épisode ne sorte. On n'a pas joué les Bucks non plus, qui sont nos principaux concurrents, qui sont juste derrière nous à l'Est. Est-ce qu'il nous manque des matchs comme ça pour être sûr, ou est-ce qu'on peut déjà dire que tout va pour le mieux dans le meilleur des mondes? Je comprends le sentiment. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'impression de jouer des énormes équipes. On a eu, à part les matchs contre les Cavs, je dirais, qui ont été 2 overtime, 2 défaites, qui ont été des très gros matchs, dont un avec un Caris Levert absolument immense, qui a jamais refait ça de la saison, ni de sa carrière d'ailleurs. Donc on n'a pas eu des vrais matchs, des vraies confrontations contre des équipes qui avaient l'air vraiment très très bonnes, mais on a quand même joué des matchs contre des bonnes équipes. On a montré des très bonnes choses dans des situations compliquées, comme à Toronto en back-to-back, en y étant arrivé la veille ou enfin le matin, la nuit même, je veux dire, ou contre les Nets où on a fait faire 10 turnovers à Kevin Durant. Donc je comprends, c'est vrai qu'on n'a pas joué les entre guillemets contenders, mais on a battu des très bonnes équipes. On a battu des très bonnes équipes avec la manière. Et je pense que la manière dont on gagne, c'est très logique, c'est très statistique, c'est-à-dire que on tire le plus de 3 points, on rentre le plus de 3 points, on tire le mieux à 3 points. Et tout ça fait que j'ai du mal à croire qu'on sera particulièrement moins bon contre des équipes qui seront très bonnes. Ce sera peut-être plus dur, on perdra des matchs, mais je pense que ça va facilement se déplacer. Notre niveau ne sera pas forcément différent. Ok. Ouais, Robin. Je suis assez d'accord avec ce que Elias vient de dire. En fait, ce qui nous intéresse, c'est surtout pourquoi tu gagnes. Après, contre qui. Il y a beaucoup de très bonnes équipes dans la NBA à l'heure actuelle. Il y a des effectifs qui sont malléables, qui bougent. Par exemple, je suis très content d'avoir battu les Sixers qui pour le coup n'avaient pas de blessés quand on les a joués, même si c'est sur un opening night, parce que c'était aussi un opening night pour nous. On avait aussi des challenges à relever sur le début de saison avec tout ce qui s'est passé, le nouveau coach et tout. On avait des challenges aussi mentaux à relever. On est une équipe certes qui allait en finale NBA, mais aussi qui a perdu en finale NBA. Il y a des équipes qui le vivent pas très bien non plus. Et force est de constater que maintenant on a suffisamment d'échantillons de matchs pour dire que les résultats y sont, mais ouais, comme Elias l'a dit, il y a une manière de faire et pour l'instant la manière, elle est très convaincante. Les ratings sont dans l'ensemble très positifs et on sait que c'est quand même un échantillon là qui commence à pouvoir se transposer en fait sur le reste de la saison. Et puis ouais, il y a eu des back-to-back intéressants. On a encore malgré qu'on repose en plus certains cadres, on a eu des matchs où il nous manquait plusieurs personnes et qui ont été quand même remportés. Donc ouais, c'est du sérieux en fait que dégage cette équipe des Celtics. Même sur les défaites qu'on a eues, j'ai pas même t'en as une ou deux qui sont frustrantes, ok, mais j'ai pas de non-match où tu dis on est complètement passé à travers, ça va pas du tout, on a lâché le truc et tout. Dans l'ensemble, vraiment, c'est quelque chose de sérieux qui se dégage de tout ça, où on a vraiment des personnes qui viennent relever le challenge tous les soirs, peu importe qui joue, et c'est plutôt convaincant pour la suite. Donc moi ça m'inquiète pas plus que ça. En plus on a un très bon bilan contre les équipes à 50% de victoire. Hein. On a 9 victoires contre les équipes au-dessus de 50% de win. On est 3e de NBA. Donc oui, on n'a pas joué des cadors, on n'a pas joué que des tocards non plus. Donc ça devrait s'équilibrer quoi. Et j'aimerais rajouter 2 petits trucs. On a le bilan restant le plus facile selon les projections mathématiques par rapport au win rate de nos opposants. Donc c'est-à-dire qu'on est littéralement ceux qui ont joué les matchs contre déjà les meilleurs techniquement selon le calendrier et les records des adversaires, et on est on est la 3e équipe selon des statistiques qui sont assez pompeuses et très très mathématiques, mais en termes d'impact des joueurs blessés, on est la 3e selon des stats derrière Phoenix et Philadelphie. Donc faut pas oublier aussi qu'on a eu nos blessures, on a eu nos soucis, on n'est pas à 100%, on est rarement à 100%, et enfin pour l'instant Rob n'est pas là, donc on n'est pas du tout à 100%. Je pense que Gallinari ne jouera jamais, donc on peut pas vraiment le considérer dans le roster. Donc
non, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude. On a battu des bonnes équipes, des très bonnes équipes, et on est nous-mêmes la meilleure équipe. Donc voilà. Ok, bon, bah écoutez, je vous remercie j'avais pas de me redonner le moral parce que j'ai le moral, mais en tout cas de me conforter dans le fait que tout va bien. Alors ça tombe bien, Elias, que tu parles de nos absents, donc de Gallinari, mais surtout de Rob Williams. C'est le sujet sur lequel on va s'arrêter maintenant. On disait lors de notre épisode précédent que le poste 5 était un problème. Finalement, on s'en sort pas trop mal. Alors Ford assure, il est ménagé dans les back-to-back. On a vu de belles choses aussi de la part d'autres joueurs. C'est une question sur laquelle on va revenir. Mais avant, donc, on va parler de ce sujet qui va nous intéresser dans les jours qui viennent, hein, puisque apparemment, ce n'est plus qu'une question de jours. C'est le retour de Rob Williams. Le retour de Rob Williams qui risque de changer pas mal de choses dans notre jeu, que ce soit en défense, on peut penser au pick and roll, au switch, aussi en attaque, son positionnement, la menace qu'il représente, surtout menace verticale, etc. Son entente avec Marcus Smart, il y a plein de choses qu'on va avoir à dire là-dessus. Rob Williams, il s'est révélé tellement précieux l'année dernière, second team all defensive, quand même. Ça va forcément être une très bonne chose de le voir revenir. Elias, c'était le sujet qui te tenait à cœur. Je te lance là-dessus. Ouais, alors je voulais parler de Rob parce que déjà, comme tu dis, c'est dans le calendrier. Là, il est de retour en entraînement en 5 contre 5. C'est plus qu'une question de conditionnement physique pour reprendre le jeu. Hein. C'est pas facile de jouer un match de NBA. Même 3 minutes d'un match de NBA, c'est super difficile. Donc, en ayant été blessé des mois et des mois, c'est difficile de le reprendre. Donc là, c'est question de semaine. J'imagine que il y aura un nouveau bilan sur son état après le road trip. Et je pense que le but, c'est qu'il soit là à Noël pour jouer les Bucks. Ce serait pas mal. Donc totalement dans le calendrier de prévu après son opération. Donc ouais, je voulais parler de ça parce que je trouve que on en entend pas mal parler, mais pas non plus en profondeur. Donc c'est bien de quand même rappeler qui est-il et qu'est-ce qu'il apporte. Déjà premièrement défensivement, parce que ça a été un peu le entre guillemets point noir de la saison pour nous, même si on n'est pas non plus catastrophique et que l'attaque est tellement bonne qu'on compense. Mais défensivement c'est différent, on n'est plus au même rythme du tout que la fin de saison dernière. Une grosse partie, je pense que c'est même pas assez, c'est assez ce côté-là, l'impact de l'absence de Rob, parce que on voit, on joue pas du tout pareil. On joue le drop, donc c'est-à-dire que sur les pick and roll, alors Ford il se met pas au niveau de l'homme, il descend dans la peinture pour protéger la peinture, et résultat c'est donc les défenseurs, que ce soit un Marcus Smart ou un Jason Tatum ou un Jaylen Brown, enfin, tous les 4 autres quoi, qui doivent se battre à travers les screens pour rattraper le meneur ou l'ailier qui joue avec la balle, pardon. Et donc le truc c'est que c'est un totalement différent, sachant que Al Horford n'est pas vraiment un défenseur naturel dans cette position. Donc on a du mal à défendre comme ça. Nos joueurs sont pas très très bons pour naviguer les écrans, même plutôt mauvais. Je dirais qu'il y a que Derrick White qui se débrouille vraiment bien là-dessus. Même Marcus Smart n'est pas très très bon. C'est vraiment pas son fort. Donc ça change totalement comment on défend, sachant qu'à l'époque, l'année dernière, surtout dans nos moments glorieux défensifs, c'était du switch avec, on l'a beaucoup vu et lu, Rob Williams dans un coin qui défend l'adversaire le moins menaçant et qui va aider un peu ramasser tous les drives qui peuvent arriver avec ses blocs. C'est 2,2 blocs par match, c'est énorme. Donc voilà, ça c'est une vraie différence et je trouve qu'on s'y est pas très bien adapté. Je pense aussi qu'ils se prennent pas trop la tête avec ça parce que ça marche, parce qu'on gagne les matchs et que même si on prend beaucoup de points, on a vu contre le Heat que Bam Adebayo il se faisait un peu plaisir sur les pick and roll, c'était un peu 75% de leurs points ça venait de là. Donc par moments c'est un peu saoulant de se prendre tout le temps la même chose. Mais en même temps on n'a pas trop d'autres choix parce que je pense que Al Horford a 37 ans, 36 ans. Il peut plus se permettre de pourchasser les joueurs autant qu'il le veut, sans qu'il y ait une défense d'arceau derrière. Et c'est ce que apporte Rob Williams. Est-ce que ce que Rob Williams va apporter avec son retour? Donc voilà, ça c'est le premier aspect défensif que je pense qui est très très important. Faut pas s'étonner si on retourne une top 10 défense, et je suis très très conservateur en disant top 10. Je pense qu'on va retourner à des niveaux assez exceptionnels, plutôt vite s'il est en bonne forme et qu'il joue assez. Voilà, ça c'est un premier point.
Je sais pas si vous avez autre chose à dire sur ça avant que je me lance sur l'attaque. Ouais, bah écoute, on va demander à Robin ce qu'il en pense. Je suis d'accord, surtout quand on parle du rôle d'Al Horford, on parle de la personne qui a joué le plus d'isolation défensive de l'année dernière, et de très très loin. J'ai plus les chiffres en tête, mais il était vraiment au-dessus de la deuxième personne qui défendait le plus les ISO, à quelqu'un en fait qui est obligé de se prendre les drives de mecs qui arrivent lancés, avec une verticalité de qui n'a jamais été son fort, et deux, encore une fois avec l'âge qu'il a. Donc aujourd'hui il est dans un rôle en fait d'attente, parce que je pense qu'aujourd'hui on joue ce schéma défensif typiquement parce qu'on sait qu'à un moment Rob va revenir, et que du coup à l'heure actuelle effectivement c'est pas la façon, c'est pas comme ça qu'on peut optimiser le personnel qu'on a à l'heure actuelle. Malgré tout, effectivement, l'attaque tourne tellement bien que c'est pas dans l'ordre des priorités, je pense. Et au final, malgré que nous, ça nous a un petit peu, ça peut éventuellement nous énerver parce que c'est pas une habitude qu'on a prise vu ce qu'on a eu l'année dernière. Mais aujourd'hui, les résultats ainsi que les commentaires de tout ce qu'on peut entendre autour des Celtics, etc., sont rassurants dans le sens où on sait que en plus même sur certaines séquences, on peut retrouver un niveau défensif qui est énorme, et que on sait que Rob Williams sur l'utilisation dont Elias parlait, c'est-à-dire celle du Lomen sur des couvertures, va avoir un impact qui est primordial, parce que tout simplement aujourd'hui en fait on n'a pas ces qualités dans le roster, tout simplement. Il nous manque cette personne capable de remplir ce rôle qui est primordial, qui est la protection de cercle. C'est sûrement la chose la plus importante que tu recherches quand tu veux une équipe défensive, et aujourd'hui, tu as une défense qui est average sans ça. Donc rien que le fait de souligner ce point-là te montre à quel point le gap défensif, quand il est là ou pas là, est énorme en fait. Je suis complètement d'accord avec lui sur le fait que une espérée top 10, top 5 défense, rien qu'avec le retour d'un Rob Williams en forme, il fait bien de le préciser quand même, c'est tout à fait dans nos cordes. Ouais, juste pour merci pour à Horford et ses possessions en isolation défendue. Du coup, je suis allé voir. Effectivement, il est premier avec 177 isolations défendues. C'est 25 de plus que le deuxième qui est Isaiah Stewart. Et d'ailleurs, en possession par match, le troisième c'est Daniel Theis. Donc, on peut voir un schéma de jeu des Celtics, même s'il est parti durant la saison. On peut voir un schéma. Ah non, il est parti pendant l'été en fait. C'était le trade Brogdon, pas le trade Wayne. En fait, non, c'est le trade. Donc voilà. Donc on voit que le deuxième c'était Daniel Theis. Donc c'est un schéma défensif qui marchait, puisqu'on avait la meilleure défense de la ligue, de très loin. Donc voilà. Donc ouais, je suis d'accord avec toi sur tout ça. Bien. Du coup, si on a fait le tour de la défense, Elias, je te laisse continuer sur Rob. Ouais. Alors pour l'attaque, j'ai surtout voulu me concentrer sur deux choses assez qui vont ensemble. Je lis pas mal et j'entends pas mal, j'écoute pas mal de podcasts, surtout américains, qui parlent beaucoup donc du spacing, qui disent que les Celtics sont la meilleure équipe offensive grâce à leur spacing, au fait qu'ils aient 5 joueurs en permanence sur le terrain qui peuvent tirer des 3 points. C'est plus ou moins vrai. En théorie, c'est vrai. Je suis pas sûr que Luke Cornett est considéré comme un tireur à 3 points. Il est pas souvent mis dans un coin pour tirer. Il tire très peu. Mais dans la théorie, on a une équipe 5 out où on a 5 potentielles menaces à 3 points avec du très bon mouvement de balle. Donc ça fait que on trouvera toujours un tireur ouvert ou semi-ouvert pour d'un bon tir. Alors la question qui vient avec le retour de Robert Williams, c'est lui ne tire pas de 3 points. Il ne tirera, j'espère, pas de 3 points parce qu'on veut pas ça de lui. Clairement, c'est pas sauf s'il arrive à 45%, mais ça n'arrivera pas. Donc bref. Donc la question devient comment on compense ça au niveau de l'attaque. Alors du coup, je me suis amusé à un peu regarder avec les minutes de Luke Cornett qui peuvent quand même ressembler, parce que Luke Cornett il est très grand, il est beaucoup plus grand que Rob Williams, et c'est un plutôt bon roller sur pick and roll, et il a une bonne mauvaise verticale qui est pas du tout comparable à celle de Rob Williams, mais qui est quand même je trouve intéressante pour un joueur de sa entre guillemets carrure, qui est pas non plus qui sera jamais un starter dans la ligue, quoi. Donc sur ces minutes, c'est des petits il joue pas beaucoup, mais ça reste quand même intéressant. Donc il joue 19% de ses possessions en tant que roller sur pick and roll, donc c'est-à-dire qu'il met l'écran et il va vers le panier. Et sur ces possessions-là,
c'est-à-dire que c'est environ une possession par match, ils sont à 1,93 points par possession. Faut se rendre compte que c'est gigantesque. J'ai pas les stats sous les yeux, mais je crois qu'on considère que 1,15 points par possession, c'est déjà énorme. Donc 1,93, c'est bon, certes c'est une possession par match, donc c'est pas très représentatif, mais ça montre que c'est ce genre de jeu avec juste du pick and roll basique avec une menace verticale et non plus une menace sur le côté à 3 points ou du pick and pop, bah ça marche, on y arrive très bien. D'ailleurs, Luke Cornett est de très loin premier en termes de points par possession en tant que roller sur pick and roll. Il est très loin premier de la ligue. Et comme je dis, c'est Luke Cornett, c'est pas la menace verticale de Rob Williams. Donc, je pense que en intégrant Rob Williams, qui connaît bien Marcus Smart, Jaylen Brown, Derrick White, Jason Tatum, pas encore Malcolm Brogdon, mais je pense qu'il n'y aura pas de problème pour s'y faire. Bon, j'ai aucun mal à penser que cette menace-là, elle sera vraiment permanente et c'est un autre type. Je pense que c'est bien, c'est une nouvelle variété de jeu qu'on peut apporter. C'est très bien, sachant que je suis allé voir un peu sur de l'autre côté du pick and roll, donc celui qui mène le ballon. Donc Marcus Smart et Jaylen Brown sont tous les deux dans le top 10, encore une fois des points par possession, mais là cette fois en tant que ball handler, sur tous les pick and roll. Donc c'est-à-dire que les deux sont dans les 10 meilleurs de la ligue, parmi les joueurs qui se qualifient bien sûr, sur les points par possession en tant que donc celui qui mène le pick and roll. Donc ça veut dire que on le sait, et je trouve que Jaylen Brown est très bon là-dedans cette saison, peut-être que Robin en parlera après sur le petit segment de Jaylen Brown. On a des armes à la main pour trouver Rob Williams qui sont très bonnes, on les connaît. Et moi je pense personnellement, même si je suis d'accord avec le fait que les 3 points c'est très bien, qu'on en tire énormément et c'est sûrement pour ça qu'on gagne pas mal de matchs, que offensivement on ne sera pas inquiet avec l'apport de Rob Williams, sachant aussi que cette année, on est 29e en pourcentage de rebonds offensifs pris. C'est pas beaucoup, 29e, sachant qu'il y a 30 équipes dans la ligue. L'année dernière, on était 11e. En pareil, dans le même stat, en pourcent de rebonds offensifs. Donc, le retour de Rob Williams fera forcément qu'on en prendra plus. Rob Williams, c'est presque 4 rebonds offensifs par match l'année précédente. Donc, plus de rebonds offensifs, donc plus de possessions, donc plus de points, c'est toujours pareil. Donc voilà, je pense qu'en attaque, on va perdre sûrement de 1 à 2, 3 points par match. Mais Rob Williams est un excellent passeur, en plus de tout ça, donc il fluidifiera le jeu, il n'y aura pas de problème. Et tout ce qu'il sait faire, je pense que ça va apporter une nouvelle dimension à tout ce qu'on peut faire en attaque. Voilà. Bon, ok, donc toi tu ne fais pas partie de ceux qui espèrent que Rob a peut-être profité de sa blessure pour s'améliorer à 3 points. Alors, si c'est miraculeux, ça ferait que du bien, mais franchement, je n'y crois pas, ça n'existera sûrement jamais dans sa carrière et on n'en a pas besoin. Franchement, c'est trop de temps perdu pour un truc qui ne servira jamais avec lui. Donc non. Ok, bon. Non mais je disais ça à moitié pour rire, mais Robin, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Il faut dire que Elias nous a fait un sacré résumé de tout ce qu'on a à attendre. Présentation. Ouais, c'est ça, c'était propre. Moi, ce que j'aime beaucoup là sur le discours en plus, c'est que oui, le spacing est important, mais faut aussi savoir que les 3 points, mine de rien, t'es aussi beaucoup plus vulnérable à la variance. Et que le fait de finir au cercle, et on rappelle que Rob Williams est un des meilleurs finisseurs au cercle de la ligue quand tu le sers près du cercle, tout ça, tu l'as pas cette variance près du cercle, ou tu l'as beaucoup moins pour le coup. Et encore une fois, le basket est très intéressant et l'efficacité offensive elle est optimale quand tu arrives quand tu arrives à récupérer des shoots les plus rentables possibles, et le shoot près du cercle est le shoot le plus rentable possible. Donc encore une fois, le fait de sacrifier un 3 points ou 2 qui sont victimes de variance pour ce type de tir-là, je suis complètement d'accord sur le fait que c'est une plus-value en fait, tout simplement. Sans parler du fait que là on parle que de stats purs et tout, mais c'est aussi comprendre que on utilise aussi on utilise mieux les qualités de certains de nos porteurs de balles en fait. Aujourd'hui, Marcus Smart, faire briller ses bigs est une de ses qualités, et tu lui as enlevé la meilleure arme qu'il avait. Donc c'est aussi sa présence parce que ça correspond mieux à leur qualité en fait.
Donc il y a tout cet aspect-là en fait où tu vas mettre Rob Williams dans un écosystème et rien que sa présence et le type de shoot qui va te permettre d'avoir bonifie en fait tout le reste. Donc moi je suis vraiment complètement d'accord. Et sur l'aspect passing, un aspect encore une fois on commence à en parler hein, du passing de Rob Williams, où je suis complètement d'accord encore une fois sur le fait que c'est un très bon passeur, mais c'est un très bon passeur en plus qui est instinctif en fait. Et du coup, on est avec par exemple à Lorford, etc. On est sur des passeurs plutôt classiques, de qualité, qui font très peu d'erreurs et tout, mais qui n'ont pas forcément des flashs qui peuvent déséquilibrer d'un coup une défense. Je trouve que Rob Williams a ce côté foufou en fait, où il osera certaines passes, et avec par contre du coup le spacing qui l'entourera, qui va être encore plus efficace que les années d'avant. La capacité qu'il a de passer aussi rapidement, par exemple après des rebonds offensifs, va te permettre des deuxièmes chances qui sont très très importantes, et avec un spacing en nette amélioration par rapport à l'année dernière. Donc je suis vraiment d'accord sur le fait que le fait d'avoir ce joueur-là en non-shooter, vu qu'il sera entouré de 4 shooters compétents, voire très compétents, n'est absolument pas un problème, à partir du moment où il t'offre ce qu'il va t'offrir. Ouais. Il n'y a pas un petit risque, selon vous, que son retour déséquilibre un peu les choses et bon, bien sûr, on peut espérer que ça se mettra vite en place, mais on a quand même une équipe qui a pris des habitudes là. Est-ce que Ouais, ça... en fait, moi, je pars du principe. Alors déjà, je fais confiance au coaching parce qu'il nous a montré que faire jouer des joueurs ensemble, ça posait pas trop de problèmes. Deux, on parle d'habitude d'une vingtaine de matchs, 25 matchs, mais on parle aussi de quelqu'un qui était là l'année dernière. Enfin, c'est des habitudes qui ont été prises aussi l'année dernière. C'est un joueur qui est dans le groupe depuis toujours pour le coup, qui connaît parfaitement ses coéquipiers, qui est parfaitement connu de ses coéquipiers, qui est parfaitement connu du staff qui l'entoure. On parle pas d'un nouveau joueur, on parle d'un retour. Donc à partir de là, non, moi j'ai aucun problème là-dessus. Enfin, c'est quelqu'un qui faisait partie d'une line-up qui était, je vous laisserai aller écouter le podcast de Guillaume là-dessus, mais qui avait un rating complètement aberrant sur les dernières années, et qui va en fait juste retrouver sa place en fait. Et le système défensif dont Elias parlait tout à l'heure, on voit bien que de toute façon les Celtics étaient prêts à faire des concessions qui étaient un peu moins performants en l'attendant en fait, tout simplement. Donc moi je me fais aucun souci sur sa réintégration en termes de rôle et de savoir où se mettre, les automatismes et tout. Moi, mon seul souci sur sa réintégration potentielle, c'est son souci physique. Est-ce que son problème, il est vraiment réglé? Point. Si c'est le cas, moi, j'ai aucun problème là-dessus. Alors, je dis pas qu'il va peut-être pas se chercher pendant un ou deux matchs, hein. C'est pas un joueur qui est non plus connu pour être très cérébral. Donc, potentiellement, peut-être qu'il aura perdu un petit peu l'intensité pendant un ou deux matchs. Mais vis-à-vis de ses coéquipiers, j'ai aucun problème. Ok. Bon, est-ce qu'on a fait le tour sur Rob, Oui, Elias? j'ai juste, du coup, c'est pas trop en rapport avec Rob, enfin si, avec son retour plutôt. Juste aussi, ce que j'ai oublié de mentionner, que je voulais dire, c'est que son retour, ça veut dire son retour dans la starting line-up. On imagine bien qu'on gardera la même chose, Smart, Brown, Tatum, Horford, Rob Williams. Et donc ça veut dire aussi que un des excellents joueurs qui sont Derrick White ou Grant Williams, hein, sachant qu'on change un peu selon les matchs qui startent, ça va apporter les deux sur le banc maintenant, donc le banc va encore être meilleur, on va avoir encore plus d'options et de versatilité en sortant avec la sortie de banc. Donc voilà, c'est encore une fois quelque chose il faut ajouter. Les second unit adverses va être encore vont encore avoir plus de mal, à jouer contre nous et à gagner leurs minutes. Voilà. Je suis complètement d'accord en plus sur le fait que, encore une fois, on n'additionne pas quelqu'un. On additionne quelqu'un et on va permettre à d'autres personnes d'être mieux utilisées. Par exemple, on parlait d'Alorford, c'est exactement ce qui se passe en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Alorford est vraiment mieux dans son rôle de 4 ou de 5 sur séquence sur du switch all, où il peut aller se balader à l'extérieur, etc., mais où t'es pas obligé d'utiliser cette verticalité, où il est obligé de se farcir tous les baobabs de la ligue, et où pour le coup, il est moins équipé que ça. Et pareil, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, Derrick White, dont ils parleront sûrement, je pense, sur le podcast d'après, est absolument... moi, je suis ravi et je suis très impressionné de ses perfs. Mais pour le coup, il est déjà très bon contre des titulaires.
j'ose même pas imaginer la suite. Ouais, c'est vrai que ça en fait des perspectives réjouissantes, tout ça. On passe au sujet suivant. Ouais. Donc, deuxième petit sujet. On va parler d'un autre joueur. On n'a pas été tendre avec lui lors de l'épisode précédent. Il y a notamment un membre de l'équipe que je ne citerai pas, mais bon, comme il est le seul parmi ceux de la dernière fois qui n'est pas là ce soir, vous le reconnaîtrez facilement. Il a vraiment pas été, il a été très très dur envers ce joueur. Ce joueur, c'est Jaylen Brown. Alors bon, moi je pense toujours que les critiques qu'on lui a données la dernière fois étaient justifiées. On n'a pas été les seuls à les pointer du doigt, même chez les gros fans de Jaylen. Bon, je veux pas dire qu'au trèfle on n'est pas fan de Jaylen Brown. Moi personnellement j'adore ce joueur, mais c'est vrai qu'on s'est montré assez critique. Et je disais même chez les gros fans, je pense par exemple à mon pote Neiko, j'en profite pour le saluer. On en a discuté, j'ai vu qu'il en parlait encore avec Hugo aujourd'hui. Là on n'est plus vraiment dans le même registre. Pour ce qui est de noircir la feuille de stats, on va dire, ça n'a jamais vraiment posé problème. Ce qui nous embêtait, c'était la manière. Il y avait des prises de décision, il y avait des pertes de balles qui nous faisaient un peu péter un câble. Il y avait un manque d'implication en défense aussi. Bon, là, il y a du mieux sur tous ces sujets. On peut d'ailleurs préciser qu'on est à 0 turnover, 0 balle perdue pour Jaylen Brown sur les 2 derniers matchs. C'est quand même suffisamment rare pour être mentionné, je pense. Robin, tu t'es penché sur le sujet. En plus, on sait à quel point tu aimes contrarier Hugo. Donc, vas-y, qu'est-ce que tu as pour nous? Que j'embrasse. Hugo, je t'embrasse. Je te retourne. On t'embrasse, Hugo. On t'embrasse. Mais en fait, il faut déjà qu'on comprenne que les critiques qu'on fait sur Jaylen Brown, elles sont bienveillantes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un joueur qu'on estime dans l'ensemble beaucoup dans le podcast et enfin qui a un potentiel qui est suffisamment haut pour qu'on puisse être un maximum exigeant. Alors on n'est personne pour être exigeant, mais on reste supporter, donc du coup forcément on a des attentes, on a des souhaits, et du coup avec ce que nous montre Jaylen Brown en termes de mentalité ou sur le terrain, et ben forcément on s'attend à le voir régulièrement progresser, ou en tout cas on s'imagine forcément qu'il va pouvoir répondre au maximum d'attentes qu'on a. Donc j'ai trouvé que les critiques d'Hugo la dernière fois étaient dans l'ensemble malgré tout très justifiées, parce que on avait notamment sur ce début de saison un vrai problème, je trouve, notamment défensivement, qui avec le retour de Rob Williams risque aussi d'être un peu moins visu, parce que c'est un problème qu'il a de naviguer aussi dans les défenses un petit peu off-ball, loin du ballon, etc. Des fois il aide pas comme il faut, tout ça. Donc je pense qu'avec cette qualité qu'a Rob de boucher certains trous, de venir vraiment embêter et d'être très dissuasif, ça va aussi beaucoup aider Jaylen Brown. Je voulais parler de Jaylen Brown sur pas mal de choses, parce que malgré tout, il est quand même en train de nous sortir sûrement sa meilleure saison en carrière, malgré tout, malgré toutes les critiques qu'il a pu subir. Et ce qui m'intéresse, c'est certaines progressions, notamment sur son efficacité. On avait relevé l'année dernière, pendant le podcast avec Guillaume, j'avais relevé à quel point il était nul en transition. Et le mot nul, c'était 1,05 points par possession sur transition. Il faisait partie du 35e centile, c'est-à-dire que 75% de la ligue était meilleur que lui. Ce qui, vu les qualités athlétiques... 65, je peux Ouais, 65, pardon. Était meilleur que lui. Donc du coup, vu les qualités athlétiques du garçon, sa capacité éventuelle à faire des interceptions et tout, c'était juste pas possible. Cette année, on est à 1,25 points par possession. Donc là, par exemple, il fait partie du 76e centile. Donc résultat des courses, déjà il y a un vrai mieux sur, encore une fois, des tirs qui sont faciles, ce qui explique aussi son regain, à mon avis, d'efficacité. On a quelque chose auquel je tiens vraiment, c'est son taux de lancer franc qui monte. Il monte pas assez, encore à mon goût, parce on a passé la barre des 5 lancers francs. Et ce qui est très intéressant malgré tout, c'est que par contre il est à plus de 80%. Enfin, on a une barre des 80%, il est à 83,2% cette année de réussite dans cet exercice, qui sont les tirs les plus rentables
du sport. Et je pense que c'est vraiment nécessaire si on veut demander, comme on fait souvent dans le trèfle, on espère plus de drive, plus de tirs au cercle, etc., etc. Il faut aussi qu'il arrive à avoir ce taux de lancer franc pour pouvoir se convaincre en fait que justement il a un impact sur le jeu adverse et sur la défense adverse. Donc le fait d'obtenir un peu plus, encore une fois, pas assez. Hein. Je pense que c'est quelqu'un, à mon avis, qu'il faudrait qu'il arrive aux alentours des 7. Ce serait bien. Même si c'est pas facile, mais ce serait bien. Donc ça c'est un point que j'aimerais qu'il continue à performer, mais il y a une progression. Un axe de progression, alors pour le coup, qui est encore accessible parce que pour l'instant c'est pas satisfaisant, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on est sur quelqu'un qui, encore une fois, qui est à 60% de true shooting. Il était à 57 l'année dernière, donc quand vous passez la barre des 60% de true shooting, vous commencez quand même à être un attaquant très sérieux en termes d'efficacité. Son true shooting plus est à 106, c'est-à-dire qu'il est à 6% au-dessus de la moyenne NBA, c'est son meilleur en carrière. Hein. Donc on a vraiment cette progression-là de sa part. Moi, ce qui m'embête, c'est que sur quelle fondation est basée en fait cette réussite. On est malgré tout sur quelqu'un qui continue à prendre des shoots qui sont très difficiles. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'il est capable d'en mettre. Donc ça, on sera très content de l'avoir en play-off, etc. La mauvaise nouvelle, c'est que c'est quand même des tirs qui sont sujets à des variances qui sont énormes. C'est-à-dire que tôt ou tard, les tirs difficiles, on les rend pas tout le temps à ce niveau de réussite. Et c'est aussi pour ça que j'aimerais qu'ils mettent l'accent sur les lancers francs. Et aussi qu'ils mettent l'accent sur le catch and shoot. Au niveau de son catch and shoot à 3 points, on est sur une baisse en termes de taux de réussite, c'est-à-dire qu'il est à peine à 35%, il est à 34,8% sur 5 tentatives par match. La bonne nouvelle, c'est qu'il en tente plus que l'année dernière, la mauvaise, c'est qu'il est moins bon que l'année dernière. Et ça, pour le coup, c'est des tirs qui me semblent assez faciles et assez accessibles, et j'espère qu'il va arriver à passer au-dessus de la moyenne NBA, qui en général, je crois que sur du catch and shoot, c'est 35-36%, je pense, à 3 points. Et ça, clairement, c'est un joueur qui a le standing pour passer au-dessus de cette moyenne NBA. Donc, aujourd'hui, je trouve que l'adresse qu'il a, qui est assez exceptionnelle, notamment depuis 10 matchs, hein, on va pas se mentir, elle va pas durer. Et qu'il faut absolument qu'il continue à progresser sur ces axes-là, en termes de shoot pris, pour justement arriver à maintenir ce niveau de réussite et avoir ce plancher de réussite qui va faire de lui ce qu'il est. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de capacité de joueur, je pense que le monde entier voit Jaylen Brown comme un All-Star. Je pense que c'est acquis, il n'y a pas de souci là-dessus. Après, le step au-dessus, il va falloir qu'il ait ses fondations de jeu à lui pour pouvoir vraiment pouvoir passer le step au-dessus, je pense. Au niveau des tirs qu'il prend au cercle, ça c'est une très bonne chose. Il en prend 36%. L'année dernière, c'était que 30%. Donc pareil, on est sur quelqu'un qui va plus au cercle. Par contre, il est bien moins efficace que l'année dernière. Donc il a perdu 3% de réussite. Il est passé sous la barre des 70. Il faudrait que ça arrive à monter quand même. Et puis ça, c'est un petit peu tout le côté statistique qui font les fondations de son jeu. Quelque chose qui nous a beaucoup énervé, ça reste son ratio assist turnover, qui est toujours mauvais. Hein. Cette année, il est à 1,18, il était à 1,30 l'année dernière, donc là-dessus, on n'a pas de progression, voire même une régression. Je pense qu'il faut qu'on s'y fasse. Jaylen Brown ne sera jamais un bon passeur. Il n'a pas forcément le handle qui lui permet de trouver ses spots, qui lui permet vraiment de pouvoir lever la tête. Il n'a pas ce handle sûr en fait qui lui permet un petit peu de lever la tête quand il est dans le trafic, tout ça. Par contre, il y a quand même des choses où je pense qu'il faut qu'on reste exigeant avec lui. C'est quelqu'un qui a montré qu'il était capable de trouver ses bigs. Encore une fois, on a parlé justement de l'arrivée d'un big qui pourra vraiment l'aider à mon avis là-dessus. Je trouve que là où il est le meilleur dans son passing, c'est vraiment pour trouver ses petites passes à l'intérieur quand il se rend compte en fait qu'il est bloqué. Ce n'est pas du tout un joueur de drive and kick qui est pourtant la progression qu'on aurait à mon avis souhaité, parce que c'est celui qui permet quand même d'amener du spacing, que Tatum a débloqué à l'époque de la bulle par exemple, qu'il avait vraiment fait passer avec son pull-up à 3 points à une strat au-dessus.
Et je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir qu'il se concentre sur la suite. J'aimerais vraiment qu'il arrive à débloquer cette alchimie avec ses billes. Elias parlait tout à l'heure du fait que Cornet est un bon rollman. Je suis complètement d'accord. Horford est un rollman intelligent. Alors il est pas très bon sur des finitions et puis bon il va perdre en explosivité, mais je pense que c'est quand même quelqu'un que tu peux continuer à trouver malgré tout, notamment même sur du short roll, pourquoi pas. Et puis après Rob Williams qui va amener une possibilité de plus. Donc si je dois résumer la saison de Jaylen Brown aujourd'hui et ce qu'il nous montre depuis quelques temps, je pense que c'est quelqu'un qui a encore progressé offensivement, parce qu'il est capable de mettre des shoots difficiles, etc., etc. Tant qu'il arrive à les mettre au volume où il les met, j'ai pas de problème. Mais je pense que ce qui le fera passer sur une strate au-dessus, c'est vraiment cette capacité à diversifier ça. Aujourd'hui, quand le plan A de Jaylen Brown ne marche pas, Jaylen Brown n'a pas de plan B, ou un plan B qui est, à mon sens, encore beaucoup trop brut pour vraiment pouvoir s'appuyer dessus. Donc quand son plan A marche, c'est un joueur qui est excellent, qui nous fait un bien fou, et qui est très en plus agréable à voir parce qu'il est capable de mettre des shoots qui, en tant que spectateur, sont assez impressionnants, on va pas se mentir. Mais aujourd'hui, j'aimerais, maintenant qu'il se rapproche un peu plus du produit fini qui va être, du joueur qui va être, qu'il arrive à polir un petit peu ces choses-là pour justement stabiliser cette variance, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est vraiment en fait l'effet aujourd'hui qu'il fait. C'est-à-dire que je suis content de voir ce gars progresser. Je suis content aussi de voir qu'à mon avis, il sait que sa saison est lancée offensivement, qu'il a trouvé ses trucs et tout, et qu'il se reconcentre aussi un petit peu sur certaines tâches défensives. C'est un joueur qui off-ball reste avec des oublis. Par contre, je trouve que depuis quelques matchs sur l'homme, c'est quand même un peu mieux. C'est un très bon défenseur, je trouve, de post-up. C'est vraiment quelqu'un qui est solide, qui se laisse pas faire. Il y a encore des fois des stuns qui sont beaucoup trop agressifs, où il va laisser son joueur libre à 3, etc. Mais est-ce qu'on pourra lui enlever, ou est-ce que peut-être même c'est des consignes aussi, je sais pas. Mais il y a encore des choses off-ball qui se passent, qui sont rageantes. Mais malgré tout, j'ai quand même quelqu'un qui semble beaucoup plus concerné sur l'aspect défensif depuis quelques matchs. Donc j'ai l'impression là qu'on retrouve un petit peu notre Jaylen Brown de l'année dernière, c'est-à-dire une vraie arme offensive de qualité, avec des progressions et avec encore une marge de manœuvre qui est possible, quoi, et qui est pas si dur, hein. Je veux dire, monter des pourcentages en catch and shoot, en termes de mission, il y a pire, quoi. Ouais, c'est vrai qu'il est plaisant à avoir joué, comme tu disais. Puis je cherchais un tir. On peut penser à ce 3 points magnifique contre le Heat qui nous envoie en prolongation. C'était beau. C'est dommage que c'est dommage que ça ne suffise pas derrière. Elias, tu veux rebondir sur tout ça? T'as quelque chose à ajouter, à revoir? J'ai quelques trucs à dire, juste sur t'as parlé, Robin, de ses drive and kick, et c'est vrai qu'il est vraiment pas bon là-dessus. Je trouve qu'il y a un peu un effet de cercle vicieux là-dessus, c'est-à-dire que les équipes savent qu'ils s'enfoncent la tête baissée, et donc elles se permettent de sûrement donner un peu trop d'aide défensive, mais comme il est vraiment pas, je vais pas dire au courant de ce qu'il fait, mais presque, t'as l'impression que vraiment il a un seul but, c'est d'arriver au panier, et s'il y arrive pas, soit c'est marché, soit c'est une passe très hasardeuse. Du coup, les équipes le savent, hein, c'était très 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 flagrant, surtout les 2 dernières rounds de playoff contre le Heat et puis après contre les Warriors. Donc ça, je crois qu'il y a une espèce de cercle vicieux qui se crée, c'est-à-dire que les équipes aident plus, donc il a encore plus de mal à le faire, et c'est de pire en pire. Je sais pas si c'est de pire en pire, mais c'est toujours aussi mauvais, et c'est super criant à l'écran parce que il se passe rien d'autre sur le terrain, quoi. C'est juste lui qui s'enfonce dans la défense. Après, je trouve que, comme tu dis, défensivement, il s'améliore, il retrouve un niveau. Je pense il sera jamais un très bon défenseur off ball. Il l'a jamais fait. Il a son plafond défensif. C'est ça. Je pense que physiquement, il peut encore prendre quelques kilos pour être encore plus solide. Je suis pas physiologiste, je sais pas exactement, mais je pense qu'il peut être encore un petit peu plus solide sur certains trucs. Il se fait quand même pas mal bouger par certains types de joueurs, mais je trouve qu'il est quand même à un niveau assez. Et moi, ce que j'ai envie de dire, pour aussi apporter du positif, c'est qu'on a l'impression, ça c'est juste pas des stats, rien, c'est qu'on a l'impression qu'il se rend compte souvent quand même que ce que l'équipe fait, c'est spécial, que offensivement il y a quelque chose vraiment de vraiment spécial, quoi, et il se concentre là-dessus. Ça se voit qu'il est au courant, qu'il le sait. Il a vraiment envie de gagner. Ça, pour le coup, c'est ici bien un joueur dans l'équipe qui donne tout, c'est lui et Marcus Smart, même si des fois c'est un peu
Voilà, c'est positif. Pour moi, il donne envie, il donne tout ce qu'il a. Il y a des moments où c'est pas bien et son profil fait que il y aura des matchs où il tire très mal, mais il a quand même un stretch de matchs récemment qui sont excellents. Je trouve que il arrive très bien à équilibrer son jeu quand Tatum a un mauvais match. Il arrive bien souvent à prendre le relais. Il arrive aussi à ne pas trop forcer, sachant que c'est un peu moche ce que je vais dire, mais il faut qu'il force. C'est la deuxième arme offensive, c'est le lieutenant. Il faut quand même qu'il tire beaucoup, qu'il prenne un usage assez haut, parce que sinon, arriver en playoff où le jeu se ralentit et les défenses sont plus serrées, il nous faut des joueurs capables de marquer en isolation. Donc il est super précieux là-dessus. Même si des fois c'est moche, ça marche. La bonne attaque c'est mieux que la bonne défense, souvent. Donc voilà. Donc ouais, c'est du positif. Je trouve qu'il y aura, je pense, dans sa carrière toujours des négatifs à voir qui seront frustrants, mais s'il continue comme ça, si il a l'air de s'être vraiment rendu compte que c'était le numéro 2 et de l'avoir accepté, tout en étant conscient de qui il est et ce qu'il peut faire sur le terrain. Il l'a dit à la fin du match contre Brooklyn, il me semble, que il voulait quand même des fois prouver, montrer que il peut jouer dans la cour des grands, comme il a dit. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup de positif après tout le négatif qu'on a eu précédemment. C'est intéressant que tu me parles de son physique, parce que c'est quelque chose, quand j'y suis allé moi là-bas, qui m'avait marqué, à quel point je l'avais trouvé sec, en fait. Il est plus petit que sur la télé, je l'avais vu aussi. C'est impressionnant. En fait, je m'attendais pas à avoir un gabarit aussi sec que ça, aussi tonique. Là où Tatum paraît énorme, encore plus alors que sur la télé. Alors que Tatum est massif. C'était impressionnant. Brown paraît plus petit et tu te rends compte en fait que naturellement c'est pas un arrière, quoi. C'est pas un ailier, je veux dire. C'est un tout garde, naturellement, même si la ligue maintenant il y a plus vraiment de distinction. Mais c'est pour ça que je dis qu'il y a quand même des types de joueurs qui le dérangent physiquement. Et je sais pas à quel point c'est faisable de prendre un peu plus de kilos et de muscles, parce qu'il est déjà c'est un super athlète, Ouais. Mais défensivement je pense que ça peut être peut-être une progression là-dessus. Moi j'ai été très surpris en voyant sa taille. Je sais pas, Tatum fait combien? 2-0. Il y a rien d'officiel, non. 2-6. 2-6. 2-6, 2-5. Il est listé à ça, il est plus grand que ça. Moi je l'ai trouvé immense là-bas. Avec des chaussures, il doit 2m8, 2m9, je dirais, moi. Je pense qu'il est plus grand qu'Horford. Je l'avais trouvé plus grand qu'Horford. Il est plus grand que Rob Williams. Il est plus grand qu'Horford. Oui, il est plus grand que Rob Williams aussi. Ouais. Et quand tu vois à côté d'un Bam ou d'un Kevin Durant, il est pas beaucoup plus petit, donc en fait, il doit être pas loin des 6-10, donc ouais, 2-0-8, je pense, à peu près, ouais. Voilà, quand Jaylen Brown fait 1m98, mine de rien, on n'est pas loin des 10 cm d'écart, et c'est vrai que, bon alors voilà, Robin qui les a vus en vrai, j'allais dire, nous le confirme, mais moi je trouve que cette impression est bizarre, parce que comme vous dites, Tatum a l'air immense, mais je sais pas, je vois Jaylen Brown costaud, massif, avec des bras plus gros, qui a l'air plus tanké, alors que Tatum me semble plus élancé, plus en longueur. Et j'ai halluciné de voir ça. Je pensais qu'il faisait 2,03, 2,04. Ben non, 1,80. Le pire, c'est quand il est à côté de Smart. En fait, sur des tailles un peu similaires, où tu vois, et en fait, tu te dis, mais Smart, qui lui, par exemple, il semble vraiment cubique. Enfin, c'est impressionnant la largeur du mec et l'aspect massif qu'il dégage. Jaylen Brown, en fait, tu te dis, mais je serais curieux de connaître son taux de masse graisseuse. C'est les bras, ils sont taillés, c'est au cutter, c'est impressionnant. Mais en tout cas, voilà, faut pas oublier que, en fait, je pense que si on doit résumer Jaylen Brown, ce sera un joueur qui sera vraiment toute sa vie, je pense, très perfectible, tout en étant très performant, en fait. et on pourra jamais s'empêcher, avec les miettes qui nous donnent de flash et tout, d'espérer un peu plus, et donc des fois d'avoir ce petit côté frustration parce que il y avait mieux à faire, et tout en étant en fait émerveillé de certaines choses qu'il peut faire, parce que oui, aujourd'hui c'est quelqu'un qui a le niveau All-Star sans aucun problème, et qui sur une bonne saison peut éventuellement aller discuter avec du All-NBA. Ça, c'est faisable, si on gagne 60 matchs et qu'il garde ça, il sera All-NBA. Donc
Et c'est bien pour moi qu'il soit à l'NBA parce que niveau contrat, ce sera beaucoup plus facile de le garder. Hein. Hop, on lui signe le max cet été et puis c'est fini. On n'en reparle plus, on a fini ce contrat. Donc moi j'espère qu'on gagne ce match et qu'il reste comme ça. Tiens, même sans parler de... Bon après c'est sûr que le bilan joue forcément, mais s'il joue les matchs restants comme ses 10 derniers matchs, il a sa place en All-NBA, non? Ça va pas dépendre de lui. Ça va dépendre du nombre de victoires des Indiana, le nombre de victoires des équipes comme ça où il y a des joueurs qui peuvent le dépasser. Hein. Je pense que Tyrese Haliburton, si Indiana continue à gagner à ce point, il sera All-NBA et peut-être pas dans la troisième équipe. Par exemple, tu vois, c'est ça. Si genre les Hawks continuent à être nuls, bah peut-être et Trae Young continue à être nul, peut-être que sa place elle va sauter. Peut-être que, enfin, tu vois, il y a des trucs, on sait pas. C'est trop tôt dans la saison. C'est pour ça que je parlais de bonne saison en fait. Vu que ça dépend pas que de lui, il faut qu'il y ait quand même quelques facteurs qui se réunissent. Moi, je dirais que la place est pas vraiment pour lui à gagner, c'est plutôt pour les autres à perdre. Si ça a du sens. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il peut discuter. Ah oui, c'est là en fait. C'est aujourd'hui le step qui est à savoir, c'est que notre deuxième option est une des meilleures de la ligue dans ce rôle-là et peut discuter d'une All-NBA team. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est hyper flatteur, je pense, pour le joueur qu'il est. Et au moment où tu le draftes, si on t'avait parlé de cette évolution-là, etc., je pense qu'on criait tous au génie. Oui, et petite spécificité, il peut être voté en tant qu'ailier pour les trucs All-NBA. Donc, si jamais les votants se mettent d'accord, il peut être voté en tant qu'ailier. Pour l'instant, il joue en tant qu'ailier. Je pense que quand Rob Williams reviendra, ce sera en arrière, mais ça change pas grand-chose. Mais on sait jamais. Il y a peut-être une place à prendre là-dedans, sachant que je pense qu'il y a moins d'ailiers qui méritent la All-NBA que d'arrière. Puis il est apprécié, hein. C'est quelque chose qu'il faut savoir aussi. C'est quelqu'un qui est bien vu. Par les médias, je suis pas sûr tant que ça. Par les joueurs, oui. Par les médias, je pense par les pairs, alors c'est il y a certaines sorties qui déplaisent quand même. D'accord. Ouais. On va dire ça comme ça. D'accord. Bon. On a fait le tour sur JB. Oui. On n'est pas trop mal. Ok. Voilà. Donc bon, on va dire que c'était les deux sujets principaux dont on voulait vous parler ce soir. On a quand même encore quelques petites choses. Alors je l'évoquais tout à l'heure, bon oui voilà. Bon, je voulais pas partir là-dessus avant de parler de Rob, mais on pourrait parler un petit peu de ce poste 5, on va dire, qu'on voyait comme un gros point noir en l'absence de Rob Williams et dont on a bien parlé lors de notre dernier épisode. On a Blake Griffin dont on n'attendait pas grand-chose et dont on ne sait pas trop si on doit toujours attendre quelque chose. Il a fait un très bon match contre les Raptors. Est-ce que son destin chez nous, c'est de jouer les back-to-back et de donner tout ce qu'il a en sachant qu'après il ne jouera plus pendant peut-être, 2 semaines. Bon après, sachant qu'avec le retour de Rob, ça peut encore changer aussi. Il y a Luke Cornett. Moi, je tenais vraiment, on l'a évoqué, mais je tenais vraiment à ce qu'on parle un petit peu de lui aujourd'hui parce que il propose quelque chose de très intéressant, je trouve. Bon, je dis pas qu'on peut le lancer en pivot titulaire en cas de pépin, hein, mais dans son rôle de backup, c'est vraiment bon. Et puis, si on parle du poste 5, on peut pas aussi ne pas parler de la prolongation d'Al Horford. Alors, au cas où vous n'auriez pas eu l'info, sachez que celui qu'on appelle affectueusement papa entre nous au trèfle, s'est engagé pour 2 années supplémentaires après cette saison, donc pour 10 millions de dollars à l'année. Moi, ma première réaction, ça a été quand même de me dire que c'était un peu cher. On va peut-être en parler. Je m'attendais en fait, enfin, c'est pas que c'est cher pour le bonhomme. Je m'attendais à un contrat un peu plus team friendly, on va dire. Mais après ça, au vu de ses performances, on est quand même très heureux que Al finisse sa carrière chez nous. Pardon, hein, là je vous balance tout un tas de trucs en vrac. Tiens, Robin, j'imagine que tu veux réagir sur la prolongation de papa. Moi je suis très heureux en fait. Je pense qu'il faut qu'on commence à se mettre dans la tête les prochains standards NBA en fait en termes de salaire tout simplement. C'est-à-dire que en plus avec Al Horford t'achètes potentiellement un rôle qui va te faire step up en
en playoff et donc du coup qui a une vraie valeur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu payes pas à Horford 10 millions pour qu'il te fasse une saison régulière. Enfin, il sera correct, mais c'est vrai fait d'armes et ce qui t'apporte cette capacité de pouvoir switch all, tout ça, ils ont vraiment de la valeur en playoff quand ça compte. Et pour le coup, sur les prochaines années, encore une fois avec le hausse du cap et tout, 10 millions sur des pivots backup plus que décents, eh bah tu réfléchis pas 36 ans en fait, tout simplement. Moi je trouve que c'est un contrat. Alors c'est toujours pareil. Il faut savoir que quand on donne un contrat à un joueur, ça restera toujours un pari. Tu sais pas ce qui va lui tomber dessus. L'âge peut faire peur et tout. Ok, mais tu donnes un contrat sur ce que t'as vu. Et sur ce que t'as vu, tu sors d'une finale NBA où le mec il a été excellent sur tous les playoffs. Encore une fois, qui a joué le plus d'ISO de la ligue, qui sont des choses qui sont très très énergivores. Donc je me fais aucun souci sur le fait que si tu le mets bien comme il faut au frigo, il a encore 1 ou 2 ans sans problème à te donner de qualité en fait. Et un pivot de qualité, ou en tout cas un joueur de qualité à l'intérieur, bah tu le payes 10 millions l'année. Ouais, puis juste pour rebondir sur le team friendly, par nature c'est un contrat team friendly, je veux dire, parce que en fait qu'on lui donne 8, 10 ou 12, ça impacte que la taxe que les propriétaires vont payer et sont prêts à payer, ça impacte pas le cap qu'on a, l'espace qu'on a pour signer quelqu'un d'autre, sachant que ce qui reste à faire là c'est d'étendre Grant Williams, et je pense que s'ils se sont mis d'accord sur 10 millions, c'est que tout le monde était d'accord pour dire que ça suffisait. Je pense qu'il aurait pu peut-être prétendre à aller prendre une MLE complète quelque part d'autre, donc c'est-à-dire entre 11 et 12 millions l'année, je pense, je dirais, comme ça, mais sachant qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui vont l'avoir parce que la plupart payent la taxe. Donc le contrat est trim friendly, je pense que c'est un très bon contrat. Vu comment il est, comme dit Robin, je pense qu'il ira bien si c'est 15 minutes par match en saison régulière et 25 en playoff, pour 10 millions et sa production et son pourcentage à 3 points qui est assez délirant, ça ira. Donc franchement, dans le contrat, on pouvait pas espérer mieux. Quoi qu'il arrive, on est au-dessus de la taxe, donc c'est juste des dollars en plus pour les propriétaires, mais ça changera rien à nous. Donc ouais, non. Et puis je suis content pour lui qu'il ait un contrat garanti jusqu'à son 39e anniversaire. C'est aussi quand même mérité, quoi. Merci pour tout ce qu'il fait à Boston. Sur la continuité dont on a besoin et sur laquelle on bâtit depuis quelques années, tu achètes ça aussi, c'est-à-dire que tu achètes une présence dans le vestiaire qui va rester, tu achètes des contacts et des automatismes avec les joueurs qui vont rester, des relations et tout, et t'as tout m'en parlé d'ailleurs en disant que on a un vétéran qui est ultime en fait dans cette équipe en termes d'exemplarité, en termes de leadership à sa façon, et du coup en plus il y a les perfs qui suivent derrière, donc tu payes, et Elias l'a dit, à partir du moment où en plus c'est de l'argent des proprios de luxury tax, etc., clairement ils en ont strictement rien à faire. J'ai même envie de dire, je préfère du coup 10 millions que 8 millions, parce que si par malheur t'as besoin de le trader ou quoi, et que t'as besoin de faire matcher des salaires, tu seras très content d'avoir ce 10 millions là. Donc pour moi, j'ai vraiment aucun souci avec ce contrat, voire même je suis très content. Ouais, par malheur, c'est vrai qu'on aimerait bien ça reste un business, donc faut pas non plus l'oublier. Pour ça qu'il faut gagner cette année. Écoute, je pense que c'est prévu, j'espère. Elias, tu voulais parler de Blake Griffin. Ouais, t'en as un peu parlé dans ta rapide introduction, mais je voulais juste quand même saluer à la fois Joe Mazzulla et à la fois Blake Griffin qui accepte son rôle très bien. Je trouve que c'est super intéressant ce qu'ils font, c'est-à-dire que, comme pour le rappeler, en gros, tous les back-to-back, ils reposent à Horford et Blake Griffin prend complètement son rôle. C'est-à-dire qu'il start là où il ne joue même pas dans les matchs habituellement. Et donc dans les 20 derniers matchs de l'équipe, il en a joué 5, il a joué dans 5 matchs, dont 4 starts, et dans ces 4 starts, c'est tous à la place de Horford, donc sur des back-to-back. Et il est à 9 points par match sur 70% de moyenne au tir, donc c'est excellent, et presque 5 rebonds par match. Donc franchement, chapeau à lui, sa carrière est très intéressante, presque tragique sur certains moments avec toutes ses blessures, tout ça, son passage Détroit qui était assez bizarre, pour dire ça comme ça. Donc voilà, je pense que c'est super d'avoir un vétéran comme ça. On se demandait un peu ce qu'il ferait quand on l'a signé. On a la réponse, il accepte totalement son rôle de vétéran qui est là pour jouer quand il faut, un peu
c'est ça, juste du plug and play, hein, la place de Horford quand il est pas là. Donc c'est super et bravo et merci à lui d'accepter ce rôle-là à ce moment-là dans sa carrière. Ça prouve que c'est quelqu'un de très mature, qui a l'air d'être un très très bon coéquipier, tout le monde l'adore. Donc vraiment super content pour ça. Je pensais pas à ça au moment de le signer. J'étais pas très convaincu et résultat ça marche, donc je suis encore une fois très content. Ouais, tu me l'enlèves de la bouche, j'allais dire justement, c'est vrai que quand tu le vois sur le bord du terrain et puis même dans les images qu'on peut voir quand il va à des concerts avec Tatum, avec Pritchard, là j'ai vu qu'ils étaient tous partis jouer au golf, hein, ça a l'air d'être le mec, ça a l'air de bien se passer avec tout le monde. Et puis là, il y a, je sais pas. C'est un bon vivant, il est réputé comme ça aussi apparemment. Donc, c'est ça. Ouais. Ça l'arrange de jouer un match par semaine. Justement, tiens, petite question. Je sais pas si, bon, du coup, on s'est pas trop parlé juste avant l'enregistrement. Je sais pas si vous avez vu. Al Horford est out, ouais. Je vois Elias qui me fait signe. Al Horford est out Covid, pour Covid. Alors, est-ce que c'est, je crois qu'il a déjà eu 2 faux positifs, Al, ou finalement il a été 2 fois absent qu'un match ou 2. Il a eu 4 fois, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. Est-ce que donc si d'aventure Al Horford devait louper une semaine et donc peut-être 3-4 matchs, vous pensez que du coup c'est pour Blake là? Oui. Ouais, je pense qu'il n'y a pas de raison de changer ce qui marche. On change pas une équipe qui gagne. Juste pour Al Horford, c'est pas de chance. Il a 4 gosses de mémoire, donc ça doit forcément ramener du Covid. Et il suffit d'être qu'à contact. Je pense que c'est un match jusqu'à ce qu'il y ait 2 négatifs qui arrivent. Donc c'est chiant. Mais bon, c'est comme ça. Hein, ça lui repose aussi. Hein, j'ai envie de dire. Au minimum, là, il aura 5 jours de repos parce qu'il me semble qu'après le match contre Phoenix, on a 2 jours d'attente avant le match contre Golden State. Donc il y aura du repos, c'est pas plus mal. Hein, franchement, les victoires, on en a pas tant besoin que ça. On a déjà pas mal d'avance. Donc et puis on verra ce que peut faire Blake Griffin. Si ça peut continuer comme ça, c'est super. Puis l'exemplaire, vraiment, moi je suis complètement d'accord avec sur ce que vous avez dit, mais c'est en plus que je trouve qu'il dégage une énergie, c'est-à-dire qu'on voit que le mec il triche pas quoi. C'est-à-dire que oui, il va venir sur le terrain avec ses limites, oui que défensivement, tu sais que bon bah son drop il est à 8 km et tout, ok. Par contre, en termes de bagarre au rebond, tu vois que les rebonds ils sont arrachés quand il les a pas, tu vois que le mec qui lui a pris, il peut pas faire grand-chose avec parce qu'il en a chié déjà pour le prendre. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui dégage en fait quelque chose sur le fait que bah il triche pas et que quand il est sur le terrain, il est à 100%. C'est quelqu'un en plus qui par certaines actions justement crée des momentum parce que tout le monde s'enjaille quand il va au dunk, qui est capable de faire des passages en force, tout ça. Donc c'est quelqu'un qui peut raviver des groupes, qui peut créer tout ça ou entretenir tout ça. Et du coup, je suis pareil, c'est-à-dire que je m'attendais pas à ce qu'il soit autant viable. En fait, cette année quand on le signe, je m'étais dit pourquoi pas un vet dans le vestiaire et tout, mais je parlais pas de terrain. Et déjà, le fait qu'on puisse parler de Blake Griffin positif sur quelques aspects du terrain, c'est une victoire en soi, en fait. Rien que ça. Et c'est une victoire pour le coup parce que, et Elias en parlait, chapeau à Joe Mazzulla, de faire ce choix-là, parce que il te permet surtout de laisser Cornet dans le rôle qui lui est qui lui convient le mieux, c'est-à-dire ce rôle de mec qui sort du banc et dans lequel aujourd'hui bah il épate pas mal de gens parce qu'il est performant en fait, tout simplement. Donc ça c'est juste possible parce que t'as Blake Griffin bah en fait qui est pas un cadavre, qui est oui un vieux joueur, mais qui malgré tout bah fait un minimum le boulot quoi. Ouais, très clairement. Et du coup, on a parlé un petit peu de Luke Cornet. Tu veux rajouter quelque chose à propos de Luke, Elias? Je pense que tout a été dit. Hein, j'en ai parlé un peu sur Rob. Je trouve juste encore une fois, masterclass de Brad Stevens, hein, il y a cru, il nous parlait de lui comme d'un potentiel backup, et effectivement ça marche, je suis content pour lui, franchement ça a l'air d'être un bon gars, bien drôle, il nous fait rire avec ses célébrations assez mystiques. Donc ouais non, moi j'ai pas grand chose à dire, je pense que il fait vraiment ce qu'on s'attendait de lui. On me l'avait vendu comme un tireur à 3 points à l'époque où il était déjà venu la première fois avant qu'il aille en G-League. Il en tire pas beaucoup. Mais bon, il fait tout le reste très bien. Défensivement, il joue le drop très bien. Je pense que il tient vraiment très 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 bien son sous l'arceau. Donc moi je suis content de ce qu'il apporte et je pense que c'est largement meilleur que tout ce qu'on entendait, toutes les mentions que j'avais sur Twitter de je vais pas dire de nom, mais Dwight Howard, des Marcus Cousins, des mecs comme ça. Je pense que ça aurait été
clairement négatif, au moins dans le vestiaire et probablement sur le terrain. Là, tout va bien, il est ami avec tout le monde, très content. Je suis assez étonné de son utilisation offensive parce que comme tu le disais, quand nous on le prend, et moi je l'avais vu jouer à Londres, en fait, où justement il était assez adroit de loin, ou en tout cas moi je le voyais presque sur des pick and pop en fait, sur de l'utilisation. Et en fait, je l'ai tweeté je crois la semaine dernière ou quoi, je m'attendais pas à ce qu'il soit si bon en rollman en fait. C'est un mec qui glisse très bien ses écrans, qui roule très très bien vers le cercle, et bon bah vu la taille qu'il fait, forcément quand tu le serres en général ça va. Les bras en l'air, c'est impressionnant. Hein, ouais, je pensais pas qu'il était alors je vais pas le qualifier d'élite ou quoi, hein, loin de là, encore une fois on parle d'un joueur de banc tout ça, mais je pensais pas aussi qu'il avait une si bonne protection de cercle, parce que je trouve son placement qui est excellent. Et résultat des courses, en fait, comme plein de joueurs en fait qui sont plus cérébraux que athlétiques, et ben vu que les mecs ils sont bien placés, et ben résultat des courses, souvent t'as des résultats en fait. Et c'est un joueur qui paye pas de mine, qui va être sous-estimé par une grosse majorité de la ligue, qui sera sûrement estimé que par la Celtics Nation. Je pense que tu parles encore à plein de teams à côté qui regardent pas forcément les Celtics jouer. Cornet, ouais, ok, bah moi Cornet aujourd'hui j'en suis ravi, et je suis complètement d'accord sur le fait que c'est bien mieux que tout ce qui a été mentionné comme possibilité cet été. Donc encore je une préfère fois, l'avoir que Daniel Tice. Juste petit. Et ben par exemple ça c'est petit typiquement quelque chose qui vient d'arriver. intéressant. Ouais, c'est quelque chose que j'aurais jamais cru dire. Ouais, pareil. Il y a en début de saison en fait. Moi si on m'avait dit ne serait-ce qu'il remplisse ce rôle-là, ou en termes de performance, on parle quand même de quelqu'un avec qui on allait en finale de conf en tant que titulaire, hein, faut pas l'oublier, qui était très apprécié, qui avait un rôle très très sympa dans l'équipe. Et aujourd'hui, en tout cas, Cornet est capable de discuter avec des prestations comme ça. Et je trouve qu'encore une fois, rien que le fait de pouvoir discuter, d'avoir ces débats-là, montre que le staff s'est pas trompé, et que le coaching a raison de faire confiance. Ok, bon, alors du coup maintenant il nous reste un sujet à voir. On peut parler un petit peu rapidement du backcourt. Smart, White et Brogdon en 6e homme, ça fonctionne très très bien. Et en fait, ça fonctionne tellement bien qu'il y en a un qui se retrouve quasiment sans temps de jeu, c'est Peyton Pritchard. Alors il a montré des choses très intéressantes quand il a été appelé sur le terrain. Le problème c'est que c'est pas arrivé souvent. On a beaucoup vu passer pendant un temps l'idée selon laquelle il faudrait envisager un trade pour avoir un intérieur de plus. Bon, au final, déjà, notre secteur intérieur, il fonctionne pas si mal. Et puis, si Rob revient nickel, et que je veux surtout pas porter malheur, mais c'est quand même une chose qui pourrait arriver. Si par exemple Brogdon venait à se blesser, à être un petit peu absent, on risquerait de se retrouver avec un intérieur en trop et pas assez de monde sur le backcourt. Vous en pensez quoi, vous, Pritchard? Bon, on en parlait en off, donc je connais votre avis sur le sujet, mais Pritchard, on ne l'échange pas. Qu'est-ce que vous pensez de son temps de jeu, de son impact? Ouais, je suis pas totalement étonné vu les prestations et le niveau proposé par Smart, White et Brogdon, qui sont excellents, qui sont tous les trois, je vais pas dire leur meilleure saison parce que j'ai pas assez regardé Brogdon et White, mais ils font vraiment des saisons exceptionnelles. Donc je suis pas étonné qu'il joue si peu Pritchard. Je trouve que son profil un peu energizer, super sub, comme on dirait au foot presque, qui peut rentrer et te mettre 2-3 points ou faire bouger la balle en transition, tout ça, c'est intéressant. Et je pense que c'est un vrai luxe d'avoir ça sur le banc. Ouais, c'est ça, Shane Harkins ou Stevens, comme me dit Robin, c'est un profil, juste si t'as besoin de lui, il est là. Il a l'air d'être, c'est pas facile, il l'accepte pas très bien, j'imagine, mais il le montre pas en tout cas que c'est difficile pour lui. Il est toujours prêt, il est toujours sur le banc prêt à rentrer si on a besoin de lui, si c'est des problèmes de faute ou si c'est une absence ou si c'est juste vraiment, on l'a vu sur certains matchs que rien ne va et qu'il rentre pour apporter de l'énergie et du shooting et du spacing, tout ça, ça peut marcher. Donc c'est dommage pour lui. Moi maintenant, je trouve que c'est un super luxe, comme j'ai dit, de l'avoir, et je le traderais vraiment pour le seul profil, ce serait un ailier 3&D, comme on dit, qui tire à 3 points et qui défend au moins à son poste, mais comme ça n'existe pas, c'est presque les vraies licornes en fait dans la ligue, ces profils-là, que je vois aucune équipe qui a besoin d'un Pritchard à ce point-là. Donc franchement,
ouais, malheureusement pour lui, il joue pas assez, mais heureusement pour nous, on a le luxe d'avoir lui sur le banc, quoi. Oui, c'est sûr que quand tu as une quatrième option sur le back court, même une cinquième du coup, parce que comme on disait, JB risque de repasser un petit peu plus guard dans les mois à venir. C'est très confortable. Robin, Ouais, bah en quelque fait, chose à moi, rajouter ce rapidement ou... ce qui me rassure, si tu veux, c'est qu'on n'a pas un joueur qui est en perdition. C'est-à-dire que on a vraiment cette sensation que le mec, à chaque fois qu'il rentre, il essaye de saisir sa chance, qu'il est encore concerné et qu'il est conscient qu'aujourd'hui, il est dans une équipe de contender et que quand tu es dans une équipe de contender, bah forcément, et que tu es un jeune joueur comme ça, bah t'as beaucoup de monde devant toi. Donc à partir de là, et quand tu vois le gars, il est concerné, il continue à performer malgré le peu de temps de jeu que tu lui donnes, qui en plus n'est pas régulier, je trouve que les signaux malgré tout restent bons. C'est un profil de joueur en plus dont on a besoin. Euh, et qui, enfin, ça montre la mentalité et la maturité de ce genre de petits jeunes. Donc aujourd'hui, t'as aucun intérêt en fait effectivement à t'enlever ce luxe-là. On a quand même une toute petite partie de la saison, enfin une partie de la saison qui est encore trop peu pour savoir si Brogdon tient vraiment le coup physiquement. Il y a eu quelques alertes là, je crois, sur son ischio, des choses comme ça. Donc faut garder euh, et voir ce qui se passe ensuite. Mais tant que tu l'as en plus sous contrat rookie, que t'as pas ces problèmes de prolongation, de trucs comme ça et tout, t'as aucune raison de te séparer d'un mec qui semble en plus concerné et qui est apprécié par le groupe. Et pour moi, il y aurait, sauf énorme opportunité, comme dit Elias, je vois aucun intérêt. Ouais, et puis c'est vrai que surtout comme on disait, il assure toujours en fait. Le manque de temps de jeu C'est ça. ne l'empêche absolument pas d'être bon quand il fait besoin de lui. Donc Je sais plus quand est-ce qu'il rentre on est avec bien Cornet d'accord. sur une fin de troisième quart-temps et qui te ramène l'équipe. Exact. Enfin, Exact. voilà, ça c'est symptomatique de joueurs qui sont bien dans le collectif, qui savent en fait, et puis en plus qui sont encadrés par des vets qui leur montrent l'exemple. Quand t'as Blake Griffin avec la carrière qu'il a, qui steak sur le banc, qui rigole avec toi et qui prend les miettes qu'on lui donne et tout, eh ben qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ouais, je suis bien d'accord. Bon ben voilà. Les gars, est-ce que on a fait un bon petit tour? Il y a quelque chose à rajouter selon vous là? Après, comme on disait, on a les copains qui vont prendre la suite d'ici une semaine, une dizaine de jours, je crois, à la fin du road trip en fait. Donc s'il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, ils pourront le faire. Mais là, comme ça, c'est bon pour vous? Ouais, c'est Ouais. bon pour moi. Juste, comme tu viens d'en parler, juste avant le road trip, c'est souvent sur les road trips comme ça dont on voit des équipes élites. Et j'ai assez hâte, hein, il a bien commencé, le road trip. Donc avec 2 victoires déjà. Je dis pas de bêtises, oui 2 victoires. Contre les Nets et contre les Raptors. Donc j'ai hâte de voir à quoi ça va ressembler. Et j'ai hâte que vous écoutiez cet épisode et du coup celui de bilan du road trip et des 30 matchs avec les 3 autres zigotos. Voilà. Ouais, c'est vrai que là, on s'attaque à un sacré morceau quand même. Hein. Les Suns, les Warriors, qui même s'ils sont pas dans leur dans la forme qu'ils ont pu Tant qu'ils jouent tenir l'année chez eux, ils sont dernière, ça bons. Hein. reste. Ouais, ouais, ouais. Et puis, Et tant oui, qu'ils c'est font pas vrai. jouer le banc, ils sont bons. Hein. Tant Ils ont un que peu le tu, syndrome Romeo Langford et Aaron Smith, il me semble. ouais, on verra ce que ça donnera. Kawhi Leonard qui revient, histoire d'être en forme pour quand on jouera les Clippers. Anthony Davis qui a apparemment la grippe, mais qui sera bien remis et Il sera qui a déjà blessé décidé d'ici de. là, Kawhi, hein, t'inquiète pas. C'est Ouais, dans tu encore crois? Hein. quelques matchs, il sera déjà blessé. Bah oui, il a le temps. Ah, j'aimerais bien le voir un peu jouer, moi, Oui, Kawhi, moi quand aussi même. quand même. Bon, ben voilà. Du coup, il va être temps de se dire au revoir. Donc, comme on vous le disait, bon, on l'a dit 10 fois, mais c'est pas grave, je termine là-dessus. Nouvel épisode qui arrivera très bientôt. Après ça, c'est pas encore vraiment défini. Je pense qu'on se retrouvera très certainement autour de la mi-saison. On vous tiendra au courant. N'hésitez pas, pour ceux qui nous suivent sur Twitter, à venir nous donner votre avis. On est toujours heureux voilà, de répondre aux questions. On est ouvert aux suggestions. S'il y a, pourquoi pas, éventuellement des sujets dont vous aimeriez qu'on parle, on peut aussi entendre tout ça. Il me reste à vous dire à la prochaine. Go Celtics et à bientôt. Salut tout le Salut monde. tout le monde.
About a 2-second difference between the shot clock and game clock. Thomas on the drive, pull-up jumper, it's good! Isaiah Thomas gives the Celtics the lead with 2.4 remaining. 13 fourth quarter points. And Atlanta calls their final timeout. So many big shots from both teams, Jeff, down the stretch.